Duc in altum. Va notre mère sans avoir peur de péril. Ça, c'est une responsabilité pour les Congolais pour cette année 2018. Il ne faut jamais avoir peur. Alors la question qui se pose, c'est avoir peur de quoi? À part d'organiser les élections, ne pas avoir peur de penser à asseoir la démocratie, ne pas avoir peur du changement. Comment peut s'opérer ce changement? Bien entendu, c'est par les élections. Est-ce qu'on est à mesure d'avoir les élections aujourd'hui au pays? La réponse est oui et non en même temps. Oui, c'est parce que le calendrier est déjà sorti, a fixé les élections au courant de l'année. Non, c'est visiblement, il y a problème de la volonté politique. Mais que devront faire finalement les Congolais de tous bords pour connaître les élections? C'est cela la responsabilité et c'est comme ça que nous avons dit Dic un altum. Ce soir, nous allons échanger sur cette question fondamentale, pertinente, essentielle et cruciale plutôt pour le pays, question des élections. C'est un combat qui a été engagé par le passé. On a eu les premières élections en 2006. C'est vrai, elles n'étaient pas totales parce qu'on n'a pas organisé les élections locales. On a eu les deuxièmes élections en 2011. Autant, on n'a pas eu aussi les élections locales. Le temps qu'on pensait maintenant avoir d'autres élections en 2016, les problèmes ont commencé. Est-ce qu'elles seront en mesure d'avoir les élections ou nous n'aurons plus les élections? Quelles sont les voies de sortie? C'est autour de ça que nous allons échanger avec votre invité ce soir. Problématique au centre, élections. Ce soir, nous recevons pour vous Jérôme Mbosso. Il est le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est également président de l'ONG de la défense des droits de l'homme et bonne gouvernance, dénommé Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir Jérôme Mbosso. Bonsoir cher ami Pascal. Ça fait très longtemps, on n'est plus ensemble. Ça fait longtemps, c'est pourquoi je suis content d'être parmi les premiers à inaugurer cette émission pour cette année 2018, que je présente mes voeux à tous les nombreux téléspectateurs qui suivent cette émission importante, éco-politique, que vous animez avec brio et que tout le monde suit avec beaucoup d'attention. Je vous souhaite meilleur vœu en même temps. Merci et à beaucoup. Toute la famille, bien entendu. Merci et réciproquement. Allez, vous réfléchissez toujours, je dois informer que votre invité de ce soir a pondu une réflexion. L'ouvrage est intitulé « Marketing et gestion des partis politiques, stratégie pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir issu des élections démocratiques ». Cet ouvrage a été préfacé par le professeur Eliki Mbokolo et je crois qu'il est important que vous puissiez l'avoir. Mais on peut le retrouver où? Au bureau de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. C'est où exactement? C'est 12 avenue de la Paix, Gombe, tout comme à la 3e rue Limité. Et on peut toujours nous appeler et nos services sont là pour le dire. Il n'est pas trop cher. Vous savez, toute marchandise scientifique et intellectuelle coûte cher. L'expertise, vous c'est savez que les très cher. Congolais achètent difficilement les ouvrages. Les Congolais qui sont dans le besoin, surtout les partis politiques, qui doivent avoir des stratégies. Comment conquérir le pouvoir pour ceux de l'opposition et ceux du pouvoir, comment le conserver le plus longtemps possible. Ils ont tout intérêt à avoir autant de formations, autant de stratégies et de techniques, comment conquérir le pouvoir et comment le conserver le plus longtemps possible. Sommairement, comment conserver le pouvoir issu des élections? On peut conserver le pouvoir par les stratégies où on doit s'adapter à l'environnement socio-politique du moment et comment on doit répondre comment on doit procéder à la mise sur pied de ce programme de société, de son projet de société, et comment vendre son image en tant qu'homme politique, et comment passer aussi à avoir une communication électorale appropriée, et comment passer ce message par quel canal, et comment se faire consommer. Est-ce que cette conservation, c'est dans la logique, comme moi je pense, sans avoir lu d'abord la pensée de l'ouvrage? Vous avez été élu, vous avez un mandat. Vous devez préparer maintenant la sortie demain. Bon, vous préparez votre acceptation auprès du public à travers l'agir. Ou si ce n'est pas vous, c'est vos membres.
pourvu que vous puissiez garder le pouvoir, c'est ça? C'est la vente de l'image. Il faut vendre son image. On peut prendre l'image par soi-même ou bien par une personne interposée. Et comment capitaliser ce que vous avez fait, vous, l'image principale, l'image numéro 1, et comment vous allez léguer ces actifs auprès de l'autre image, et pour que le nom ou bien le candidat puisse rester vraiment intact quand on sait qu'il a quelle opinion. Donc, il faut beaucoup travailler sur l'opinion. C'est avec l'opinion qu'on gagne les élections, c'est avec l'opinion qu'on fait la décision, et c'est avec l'opinion qu'on oriente les voix. Le pouvoir issu des élections ne peut pas être contraire aux acquis de la démocratie, en principe, entre autres la Constitution et les lois qui circonscrivent l'espace démocratique dans un pays. C'est un pouvoir qui est inscrit dans un état de droit. Dans un état de droit est basé sur le respect des textes fondamentaux, de la loi fondamentale, et le respect aussi des textes internationaux que nous appelons, et allusion faite à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et allusion faite à la déclaration de bonne gestion de la transition et la bonne gouvernance produite par l'Union africaine et d'autres instruments juridiques régionaux, sous-régionaux et internationaux. C'est ce package qui fait à ce que l'état de droit, là, on peut voir les élections issues des urnes. C'est là aussi intervient, c'est une négation de la prise de pouvoir par la force. C'est une négation de passer par l'alternance par la force, mais l'alternance démocratique a une voie principale, c'est par les élections et non par la violence. En d'autres termes, si vous avez été élu par la voie électorale, n'est-ce pas, il ne faut pas conserver aussi le pouvoir par des voies contraires à la logique démocratique, n'est-ce pas, qui voudrait que si à telle date vous devez partir, vous devrez partir, que de conserver le pouvoir parce qu'il est dit de le conserver. Et c'est là où on va recourir au mécanisme démocratique. Comment faire l'issue des sorties du pouvoir et l'issue de l'entrée du pouvoir. Tous ces mécanismes sont prévus par les dispositions constitutionnelles. Le marketing et gestion des partis politiques. Je suis dans le marketing politique aussi, Jérôme Bousseau. Le candidat, c'est un produit en d'autres termes. Il doit être vendu. Pour que le produit soit vendu, il faudrait que le produit raconte les attentes maintenant des consommateurs. Le produit doit également être concurrentiel parce qu'il y a aussi d'autres produits dans l'espace vendu où on doit faire la promotion du produit. Et je crois que c'est un conseil que vous aviez prodigué aux politiques, aux partis politiques, demain c'est les élections. Lorsqu'ils vont faire le choix des candidats, ils doivent tenir compte maintenant de la dimension de la compétitivité. Et ils doivent aussi compte surtout comment améliorer l'image de produit qu'on va consommer. Parce que le politique est devenu comme un produit. Nous nous trouvons devant autant de pain, marque de pain. Mais votre pain, est-ce qu'il a la capacité, de, quand on le consomme, comme les Quinois disent, quand la journée, est-ce que je parviendrai à clôturer ma journée? Est-ce qu'il faut prendre le produit pour clôturer la journée? Ou bien il faut prendre le produit que vous devez prendre à des temps réguliers? Le matin, à midi et le soir. Parce que quand on vous donne un produit à un seul coup, et vous risquerez d'avoir des constipations, à ce moment-là, ça poserait des problèmes au niveau de l'organe ventre. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand exercice pour les Congolais. Parce que le choix, aujourd'hui, surtout du côté des partis politiques, pose problème. Et la conséquence, quand nous consommons ces produits, ça nous crée des problèmes de digestion, comme vous aviez dit. Et la conséquence, on a tendance de les renouveler parce qu'ils ne trouvent pas solution à nos problèmes. Donc, vous avez l'ouvrage, on vous a indiqué le lien, vous pouvez l'acquérir, le lire très attentivement. Je crois que vous serez édifié. De vue de la couverture du titre, personnellement, je suis convaincu. Je veux exploiter le contenu, mais je vous invite de la voir pour que nous puissions exploiter ensemble un jour. Par coïncidence, on pourra se retrouver pour que nous puissions aussi analyser le contenu de cet ouvrage. Si je vous ai invité aujourd'hui, Jérôme Mbosso, c'est échanger sur la question des élections. En République démocratique du Congo, vous êtes reconnu comme spécialiste aux questions électorales. L'élection en République démocratique du Congo, c'était un rêve de bien longtemps, et vous le saviez, c'était également votre combat. Finalement, on arrive en 2006, on a vu que le rêve semblait être matérialisé sans aller jusqu'au bout.
2011, on organise une fois de plus sur les élections. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais au moins le rêve était là. Mais arrivé en 2016, tout s'est compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, 2016, on ne sait pas voir les élections, il fallait avoir un cadre. On a eu le dialogue. Là, je suis en train de circonscrire. On a eu le dialogue en 2016, 2017 pratiquement. Et qu'on voulait qu'en 2017 fin, on ait les élections. On arrive 2017 fin, il n'y a pas élection. On recourt à la disposition de l'accord, disposition 4.2, qui a souhaité que les trois institutions échangent pour voir comment trouver une autre date et pouvoir organiser les élections. CENSA, gouvernement et CENI ont échangé, ont estimé qu'on pouvait prolonger. Et la CENI va sortir le calendrier, fixe les élections au 23 décembre 2018. Et nous sommes en 2018, on attend les élections. Bien qu'on attend les élections, mais le doute s'installe encore une fois de plus, Jérôme Bosso. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Est-ce qu'il y a volonté? Est-ce qu'il n'y a pas volonté? Toutes ces questions sont posées. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons échanger sur ces questions. La question des élections, j'aimerais bien que j'aille circonscrire. Je vous repose la question pour que vous puissiez circonscrire à votre niveau également. D'où nous venons pour qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous puissions commencer à parler des élections. Merci, cher ami Pascal. Nous venons d'un pays où nous avons connu le premier recensement en 1984. De 1984 jusqu'à 2006, quand on devait faire les élections, il n'y a pas eu de recensement. Voilà le premier grand handicap de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes allés aux élections de 2006, qui n'étaient pas les élections classiques, c'était les élections issues des accords de Sun City. Ça, tout le monde se rappelle. Et nous sommes allés aux premières élections avec l'accord politique. 2006, nous avons fait les élections de 2006, sans recensement, mais nous avons pris un raccourci. Le raccourci, c'est quoi? C'est enrôler les électeurs, enrôler tout Congolais ayant l'âge révolu, 18 ans ou plus, pour qu'ils puissent constituer le fichier électoral. Et avec cet enrôlement, ça allait nous donner des idées précises pour le découpage des circonscriptions électorales. Or, en matière électorale, quand on doit faire le découpage, il faut maîtriser la taille de la démographie. Combien sommes-nous? Mais ce qu'on a fait par enrôlement des électeurs, on a fait par essai et erreur. Et personne ne pouvait maîtriser le découpage avec précision des circonscriptions électorales. Et c'est là où on revient à ce qu'on appelle tricherie par Goering-Mering. J'avais développé une sorte de tricherie. Un leader américain, un gouverneur américain, parce que son parti devait passer là, il a mené le recensement en faveur de son parti. Donc, tout ce qu'on a fait, il y avait probabilité. Et nous sommes allés aux élections avec ce mode-là, 2006. On a publié les résultats. Il faudrait s'attendre à ce que nous appelons la courtoisie électorale. En quoi consiste la courtoisie électorale? Ça, c'est un concept conçu par Jérôme Bosso en tant qu'expert en matière électorale et qui est maintenant utilisé à travers le monde. La courtoisie consiste à ce que le candidat perdant présente des félicitations au candidat gagnant. Et en 2006, le candidat perdant Jean-Pierre Mbemba n'a pas présenté directement les félicitations au candidat gagnant, président Kabila. Et Jean-Pierre Mbemba a dit « J'accepte l'inacceptable ». En d'autres termes, Jean-Pierre Mbemba n'a pas reconnu sa défaite. Nous avons dit à Jean-Pierre Mbemba, taisez-vous. En matière d'organisation des élections, on ne regrette pas ce qui a été mal fait, mais on doit avoir le succès d'améliorer les prochaines. C'est en 2011. Nous allons améliorer en 2011. Jean-Pierre Mbemba restait calme. Nous sommes allés en 2011 pour organiser les élections, même sur le même handicap du recensement. On croyait qu'on allait avoir le recensement. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, on est parti avec un corps électoral qui était de 25 millions, 200 000 de 2006 pour faire les élections de 2011. On arrive en 2011, on actualise le fichier électoral, on nous donne, ce n'est plus 25 millions d'électorats, c'est 32 millions plus. On a fait cette élection avec cet handicap de recensement. On a procédé encore de découpage de circonscriptions. On a vu d'autres provinces qui ont amené beaucoup de députés. Le province que chaque Congolais, quand nous avons appris la géographie dans nos classes, on savait que telle province est plus peuplée que d'autres. Mais le contraire s'est produit que les provinces les moins peuplées ont présenté autant de candidats que les autres, au détriment des autres. Et on publie les résultats. Et ces résultats étaient publiés du fait qu'il n'y avait pas, il fallait avoir un consensus. Et pour arriver aux élections de 2011, l'Union africaine a lancé des invitations aux 11 candidats qui étaient en lice. Et tous ces candidats étaient représentés par 5 personnes à Addis Abeba aussi au mois de septembre.
dont moi, faisais partie en tant qu'expert. Et j'ai pris la parole pour indiquer à l'Union européenne que ce serait hasardeux d'amener le Congolais aux élections du 28 novembre. Parce que ce seraient les élections politiques et non techniques, parce que les conditions techniques, organisationnelles, logistiques n'étaient pas réunies et surtout, le consensus politique n'était pas solide. Il fallait y arriver. Parce qu'il y a une trilogie en matière d'organisation des élections. La première trilogie, c'est qu'il faut un consensus électoral politique solide. Deuxième, c'est la sécurisation des élections. Et troisième trilogie, c'est les défis logistiques et techniques. Et tout cela n'était pas accepté, n'était pas pris en compte. Et on publie. On évolue. Est-ce que quand vous faites cette lecture ou cette étude stratégique sur le plan électoral, il vous arrive de jeter un coup d'œil sur les stratégies politiques ou vous les faites de façon isolée? Parce que sur le plan politique, bien que Jean-Pierre Bemba en 2006 ait dit « j'accepte l'inacceptable », il a fini par accepter parce que il a accepté rester sénateur. Jusqu'aujourd'hui, il est sénateur. Et ces éléments, ou ces membres du parti, ont fait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ils sont restés députés. Donc on a accepté. 2011, on organise les élections. Le problème se pose avec Tshisekedi. Le feu, et les autres acceptent, bien qu'ils n'aient pas accepté les élections. Cela n'a pas empêché, sur le plan politique, que celui qui a été élu, bien que contesté par les autres, ne puisse pas diriger. Il a dirigé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'arrivé en 2016, on ne sait pas faire de la même façon qu'on a fait en 2006 et en 2011, parce que c'est par essai qu'on améliore et puis on avance, et curieusement on constate à la cassure, au blocage et à la résistance pour l'organisation des élections. Parce que les élections de 2011, dans l'entendement du commun mortel, ça devait être différent de 2006. On devait assister à une courtoisie électorale où l'un présente le faisait à l'autre. Mais nous avons assisté à une cacophonie où deux candidats prêtaient serment dans un même pays. Et donc, là-bas, la courtoisie électorale n'a pas été respectée. C'était pire. Qu'est-ce qui était à la base? Parce que le consensus électoral n'était pas respecté. C'est ce que j'avais dit à la tribune de l'Union africaine. Et maintenant, nous nous trouvons à la croisée du chemin. Que faire? 2011, comme vous avez dit, le médecin a accepté, il y a une acceptation tacite, on accepte, on reste, on se devant un fait accompli. Il faut y aller. Il ne faut pas sacrifier pour ne pas donner l'occasion de cultiver la culture dans les chefs des Congolais de prendre le pouvoir par la force. Donc, les élections étaient un moyen privilégié. Et par conséquent, comment améliorer? Et c'est là où interviennent des idées. C'est là où interviennent, comme vous l'avez dit, la volonté des uns et des autres, pour que nous puissions canaliser, arriver à mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons devant fin de mandat du chef de l'État, décembre 2016, octobre 2011, fin mandat des députés nationaux provinciaux, février 2012, fin mandat des sénateurs, février 2017, fin mandat des députés nationaux. Donc tout le monde a fait mandat. Que faire maintenant pour redresser les choses? Pour redresser les choses, c'est là où, pour préparer maintenant le 2016 qu'on attendait 2016, j'avais dit, comme le conseil est cassé, il faut inviter les uns et les autres au dialogue. Et c'est là où j'ai pris l'initiative à appeler les uns et les autres à aller au dialogue. Mais tout le monde ne voulait pas le dialogue. Et heureusement, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF et les Nations unies m'ont rejoint pour aller au dialogue. Et le président Tshisekedi, dans sa feuille de route de l'île pour la sortie de crise qu'il a signée en Belgique en date du 14 février 2015, Tshisekedi dit il faut aller au dialogue. À son temps, il a dit le dialogue c'est l'ADN de la démocratie. Quand bien il était boudé, et moi j'ai pris mon bâton de pèlerin pour dire nous devons aller au dialogue pour dégager un consensus. C'est de ce consensus qu'on va organiser les élections pacifiques. Et de là, nous sommes allés au dialogue de la cité de l'Union africaine. Et nous avons fait ce dialogue de la cité africaine. Ce qui m'intéresse, c'est l'option sur les élections. On a levé l'option que les élections doivent se faire en février 2018 et à une seule séquence de 3 scrutins. Élection présidentielle, députation nationale et on va revenir. Alors, quand la population dit, ou le commun des mortels, je ne veux pas dire, ou je ne veux pas généraliser, les Congolais, lorsqu'ils disent que si nous avons souvent des crises au pays après les élections, la responsabilité, c'est au bureau de la CENI. Et très directement aux différents présidents, parce qu'ils ont toujours une tendance. Ils défendent toujours une cause. Et la même thèse est développée, même maintenant,
contre l'actuel président de la CENI, où on dit il a un penchant, il sert le pouvoir. Et la dernière, c'est lorsque ça fuitait l'échange avec les membres de la majorité présidentielle, où le son démontrait, ou faisait comprendre l'échange entre le président de la CENI et les membres de la majorité présidentielle. Et c'est là que les gens estiment que ces présidents de la CENI, généralement, c'est la volonté de ceux qui sont au pouvoir, et la conséquence, à la fin des opérations, nous avons des problèmes. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'avoir des gens capables, indépendants, qui seront en mesure de travailler dans l'intérêt non des individus, non des partis politiques, non des familles politiques, mais cette fois-là, pour l'intérêt de la nation, simplement et sincèrement? Il ne faut pas confondre les individus et l'institution. L'institution pouvoir organisateur des élections, qui est la Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution. Mais c'est les individus qui définissent maintenant les individus sont à cheval. Quand on est à cheval, on a les relations de collaboration avec les institutions et les relations de collaboration avec l'opinion et d'autres partenaires. Et c'est là où la CENI, le responsable de la CENI devient comme des acteurs clés du procès électoral. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, si nous ne sortons pas, c'est à cause de l'individu, mais plutôt c'est à cause du cadre même, de l'environnement politique, de l'environnement socio-économique. Parce que vous avez lu l'ouvrage. Quelle est la stratégie de conquérir le pouvoir? Moi, opposition. Quand je vois que la majorité est en train de faire des manœuvres pour conserver le pouvoir, quelle serait mes stratégies à moi pour contourner et pour aussi arriver à ramener la CENI et ses dirigeants au prescrit de la loi, de l'indépendance? Moi, opposition, moi, opinion. Qu'est-ce que je peux faire pour influer l'attitude des acteurs politiques? Cher Pascal, vous avez posé cette question, c'est très important. J'y arrive. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à 2016. Sans élection, quand même il y a eu 3 tentatives d'organiser des élections. La première tentative, c'est le 30 décembre 2014 avec la feuille de route de feu Malou Malou. Les élections n'ont pas eu lieu. Deuxième tentative, c'est avec le calendrier partiel, le 25 juillet 2014. Ça n'a pas eu lieu. Troisième tentative d'organiser des élections, c'est avec un calendrier global et qu'on a exigé du 12 février 2015 avec ces 23 contraintes, ça n'a pas eu lieu. Vous liez les conséquences, ça n'a pas eu lieu. Nous trouvons maintenant aujourd'hui à la 4e tentative, le calendrier du 5 novembre 2017 avec 17 contraintes. Maintenant, quelle est notre capacité à convertir, à transformer ces 17 contraintes de la CENI en opportunités organisationnelles? Parce qu'en voyant qu'il y a maintenant, nous tendons vers le bout du tunnel, il y a déjà la loi électorale qui vient d'être promulguée, le journal officiel l'a rendu public hier, et il y a déjà le cadre même pour organiser les élections, et la date est déjà connue, le 23 décembre. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais qu'est-ce qui bloque tout ce processus? Nous sommes convaincus, et nous devons faire tout pour que la date du 23 décembre puisse être une date bloqué, qui ne puisse pas connaître encore de glissement. Aujourd'hui, le CASA est en train de terminer l'enrôlement d'ici fin du mois. Ça tire un peu à longueur. Ça tire à longueur. Alors pourquoi? Et ils avaient besoin de 60 millions de dollars. Ils viennent d'avoir les 60 millions de dollars, selon les responsables. Ils viennent d'avoir 60 millions de dollars pour boucler ce travail. Et maintenant, nous avons déjà des atouts, loi électorale et le fichier électoral consolidé. Et comment y arriver? C'est là où je termine là. Qu'est-ce qui vient que tout est bloqué? Parce que notre processus électoral congolais souffre de 2 mots. Le premier mot, c'est-à-dire l'arrogance dans le chef des acteurs politiques, et CENI et tout le monde, et les communautés internationales, et l'insolence de la part même des acteurs clés. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? L'affaire élection est devenue, nous acceptons les élections, c'est une question transversale. Tout le monde fait, c'est comme le sida. L'homme a chanté le sida, mais l'homme ne peut pas faire le diagnostic de sida. Mais aujourd'hui, les élections, tout le monde parle d'élections, tout le monde commence à donner même des dates pour dire c'est cela. Moi, le premier au novembre 2016, j'ai produit une étude pour dire nous sommes au mois de en 2015, il n'y aura pas d'élection ni en 2016 ni en 2017, mais plutôt en 2018. J'ai fait une étude technique qui n'a pas été contredite jusqu'à par d'autres experts. C'est pour vous dire, quand vous faites les élections, c'est un projet de construction, Pascal. Pour construire cet immeuble, vous allez demander l'avis d'un architecte. L'avis de l'architecte vous dit il faut autant de sacs de ciment, ici. C'est ça le projet. C'est ce qu'on appelle la planification électorale. Et nous ne le faisons pas. Maintenant, nous nous trouvons devant l'arrogance. Qui font l'arrogance? Tous les acteurs. Qui font l'insolence? Les partenaires techniques. Oui, mais la planification doit tenir compte de certains paramètres en même temps, Jérôme Tout à fait. Mais ce qui ne se fait pas en République démocratique du Congo, lorsqu'on planifie,
Mais c'est dans la création davantage des conflits et ça pose problème. Je vous à dis, qui la responsabilité à ce j'ai moment-là? fait une étude là-dessus. Ce n'est pas au Congo, c'est en Afrique subsaharienne. Le déficit, l'échec, la débâcle des élections en Afrique subsaharienne, c'est le déficit de planification qui ne tient pas compte de temps et de moyens financiers. Et donc, quand vous verrez maintenant, qui s'ajoute maintenant à faire le bruit, c'est l'arrogance et l'insolence. Par qui? Par des acteurs clés. Quand vous prenez par exemple Imam a étudié le Coran, il n'a pas étudié la gestion du cycle électoral. Il a le Coran. Vous prenez Pasteur maintenant parle des élections qu'il n'a pas fait à la théologie. Il a la Bible. Vous prenez Abbé, monsieur l'abbé et père, qui au petit séminaire, au grand séminaire, n'ont pas fait la gestion du cycle électoral. Pour être expert en matière électorale, il faut avoir 3 atouts. Premier atout, expertise avérée, expérience et la maîtrise scientifique, avoir un diplôme. Au service de la nation, c'est bon. Alors, mais quand vous voyez ces 3 acteurs que je viens, même les collègues des droits de l'homme qui ont des ONG aujourd'hui, vous verrez, moi je suis avocat, je vais les élections c'est possible dans 3 mois. Incapable de faire une planification électorale. Il faut maintenant les désordres pour donner une mauvaise opinion, une mauvaise information à l'opinion. L'opinion va consommer. Mais vous avez fait les droits de l'homme, vous avez fait le séminaire, vous avez fait le Coran et la Bible. Où est-ce que vous avez maîtrisé? C'est que c'est la gestion du cycle électoral. Donc l'information que vous donnez, c'est une bombe qui va avoir des répercussions. Il n'y a pas une discipline. Non, mais c'est pourquoi nous allons assainir. Nous allons assainir. Aujourd'hui, je suis coordonnateur d'une corporation comme vous. Je ne peux pas. Aujourd'hui, Pascal parle au téléphone. Moi, si je veux inviter quelqu'un pour parler. Non, vous avez un cursus, vous avez étudié, vous avez ça. Je ne veux pas prendre le micro parce que moi, je suis imam, je suis pasteur et abbé pour parler des élections. Mais la différence avec les élections, c'est qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas une discipline spécifique qui suit son cursus normal, premier graduat jusqu'en 2e licence, élection. Ça n'existait pas. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un déficit. Voilà. On se spécialise après une formation. Oui, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une république démocratique du Congo, pas un monde, le royaume des aveugles, les bonnes sont rois en matière électorale. Nous disons non. Parce que nous, vos frères, nous avons produit ce qu'on appelle littérature électorale qui est à travers le monde. Nous maîtrisons les sciences. Et il faudrait que ceux-là, monsieur l'abbé, mes pasteurs, mes imams, chers collègues de droits de l'homme, que vous êtes là-bas, vous faites le monitoring et pas les élections, passez par faire avoir un diplôme de 3e cycle en gestion du cycle électoral. À ce moment-là, vous allez donner les informations exactes. C'est d'où c'est pourquoi nous avons dans notre corporation qui est USP, Union des spécialistes et professionnels des élections, nous allons déposer les documents auprès de l'État pour que nous puissions être aussi une corporation comme organe des experts comptables. Là, tous les faux experts comptables, même chez vous, vous parlez de moutons noirs. Ceux qui n'ont aucune notion en matière journalistique, ils tendent le micro, ils parlent des élections. Et aussi un problème, c'est au niveau de la presse. Je vais faire ce qu'on appelle la cellule de presse électorale, où on va recycler, mettre à niveau les journalistes qui vont couvrir les opérations électorales pour ne pas donner n'importe quel chiffre qui risquerait de créer des avoirs dans l'opinion. Parce qu'il n'aura pas compris comment les opérations. Non, c'est pourquoi les pasteurs et les abbés, les amis ne peuvent pas prétendre faire le comportement des individus, Jérôme Mousso. Prenons le temps et prenons le problème du temps et le problème d'argent. 2006, 2011 et les élections que nous préparons aujourd'hui. Sur le temps que nous perdons pour avoir les élections de 2016, 2017 et 2018 est si long que celui qu'on a eu en 2006 et 2011. L'argent qu'on exige aujourd'hui pour l'organisation des élections de 2018, demain, le montant est si gonflé que ce que nous avions eu en 2006 et en 2011. Comment comprendre alors que les élections de 2018 sont si importantes qui nécessitent la rapidité de façon qu'on connaisse l'alternance qu'on avance? Pourquoi exiger beaucoup d'argent et alors que par le passé on n'a pas exigé aussi d'argent? Pourquoi chercher si du temps que par le passé on n'a pas exigé si du temps comme on l'a fait aujourd'hui? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Oui, là, vous me ramenez au problème de planification électorale. Et là, vous me posez de question du budget des élections. Le budget des élections tel que nous l'avons vu de 1 milliard, c'était un budget pluriannuel de 2, 3, c'est pour couvrir tous les cycles. Mais aujourd'hui, selon la CENI, nous parle d'un raccourci. Un raccourci qu'on pouvait voir dans quelle mesure. Pas seulement la CENI, parce que même au niveau du dialogue du centre interdiocésain,
Et il était question de voir les moyens pour réduire les coûts excessifs des élections. Les gens croient qu'en faisant cela, on recourt à la réduction du nombre de partis politiques, soit on recourt à l'usage de la machine à voter, et on a présenté deux scénarios qui peuvent aider à arriver à cela. Mais le financement des élections viendrait d'où? On serait bloqué si on dirait que ce financement viendrait de la communauté internationale. 2006, c'était plus de 80% d'apport de la communauté internationale. Mais 2011, c'était plus de 80% du gouvernement. Et pourquoi le gouvernement ne puisse pas aussi le faire? Mais nous pensons, le gouvernement vient de le dire, nous avons suivi de la bouche de son porte-parole, que l'argent est en train d'être disponibilisé à l'interne. Et si la communauté internationale pourrait apporter ou pas, ça ne pouvait pas bloquer le processus. Or, en matière de planification électorale, il faut avoir plan A et B à la CENI, parce que plan A, c'est interne, plan B, c'est externe. La communauté internationale peut pour vous... Donc le plan de 2006-2011 ne peut pas être le même que celui de 2018. Non, c'est différent. La différence, c'est à quel niveau techniquement? La différence, c'est au niveau... Quelle est cette étape qu'on complète qu'on n'a pas eu dans les élections passées? Non, les élections passées, on avait le problème du fichier électoral. Maintenant, le même problème se pose encore ici. Et maintenant, on a vu, parce que comme on a déjà projeté l'échéance, le 23 décembre, ça reste figé. On ne doit pas bouger ça. On doit chercher par tout le moyen, le fonds pour arriver à cela. Moi, j'avais peur avec l'enrôlement du Kassai, parce qu'on avait besoin de 60 millions. Est-ce qu'on aura ça pour boucler? Dieu merci, il y a 60 millions qu'on vient de faire pour boucler. Apport interne. Et à ce moment-là, on peut venir avec ça. Et la communauté internationale va nous promettre des avions, ainsi de suite. Ça reste, parce qu'en comptabilité, on ne passe pas les écritures sur des promesses, hein. On passe les écritures sur des réels quand vous avez en main. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale peut vous dire ça. Demain, la même communauté internationale change. C'est quoi? Les élections, c'est business. C'est des affaires. Il y a de grands marchés qui se passent à Alcénie. Les élections de 2006, le marché était passé avec les Belges, avec l'équipe ZS. Hein, les Belges, tout le monde a applaudi. Et le marché de ceux qui vont venir, on ne le passe pas avec les Européens, on le passe avec le Sud-Coréen. Et vous voyez, dans le réseau là de business, et on doit se donner des coups. Pourquoi vous me sautez, vous allez là-bas? Pourquoi vous ne venez pas moi? Et qui en souffre maintenant? C'est la population, c'est l'opinion, qui ne comprend pas les enjeux des élections, qui sont en même temps une affaire de souveraineté, qui sont en même temps business à cheval entre la communauté internationale qui intervient dans nos élections. Or, si nous le faisons comme sous d'autres cieux, où j'ai pu voir comment les élections se passent, où on interdit l'apport extérieur. J'étais aux élections dans la Fédération de Russie, j'étais aux États-Unis, j'étais en Grande-Bretagne, j'ai sillonné le pays africain. Il était interdit de recourir au financement extérieur. À ce moment-là, la chanson, les jeux que nous pouvons dire aujourd'hui, nous allons les faire. C'est pas un prétexte pour bloquer les choses. Non, pas un prétexte. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, nous en passons de la communauté, nous allons aux élections. Mais ceux qui sont dessus du côté business, mais ils vont bloquer la machine. Ils vont vous dire, ça ne doit pas passer, ça ne puisse pas avoir lieu. Donc, ce sont des choses... Seulement pour la République démocratique. Oui, parce que nous sommes livrés aux autres. Si on avait cette attitude présente d'esprit de dire, tout ce que nous allons utiliser comme consommable pour les élections, urnes, isoloirs, encre indélébile, ainsi de suite, avec nos facultés de chimie ici, on peut le faire localement. Et on n'allait pas subir tout ce que nous comme pression. Problème, dit-on, Jérôme Mbonso, de l'enrôlement jusqu'aux élections, pratiquement c'est une année réclamée par la CENI. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sincère? Nous comparons toujours ce que nous avions fait en 2006, ce que nous avions fait en 2011. Mais de l'enrôlement jusqu'aux élections, on n'a pas eu besoin d'une année. Même lorsqu'on a débattu dans deux dialogues, on n'a pas eu besoin, l'espace n'était pas d'une année, de la fin de l'opération de l'enrôlement jusqu'à l'organisation des élections. Qu'est-ce qui va intervenir de nécessaire pour qu'on perde toute une année alors qu'on aura déjà terminé l'opération de l'enrôlement pour avoir les élections? Oui, vous voyez, il y a ce qu'on appelle planification opérationnelle et planification stratégique. Parce qu'aujourd'hui, quand on planifie, on doit avoir, du moins, l'argent en main, on doit avoir déjà le temps qu'on doit bloquer. Est-ce que nous avons l'argent en main? Nous disons non, l'argent en main est en train d'être recherché, encore recherché. Le budget va être promulgué, vient d'être promulgué. Est-ce qu'on a il ne suffit pas qu'on promulgue le budget, la loi financière, mais il faudrait qu'on mobilise l'argent qu'on doit mobiliser. Et tout ce temps-là, un bon planificateur, il met ça des dates critiques
pour dire, vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas me dire, chez vous demain, je vais voir venir une maison. Non, vous devez En d'autres termes, si on mobilise de l'argent anticipativement, on va réduire la date. Mais on réduit, l'argent est là, on réduit. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons. J'ai suivi le rapporteur de la CENI, nous venons avec des machines type machine à voter. Mais nous attendons passer par le marché, selon la loi, en matière de passation de marché. On doit passer par là, avoir l'aval, lancer l'appel d'offres. Que dit la loi? Appel d'offres, c'est 4 mois. Ah, mais là, c'est la CENI qui a créé parce que ça n'a pas été prévu, la machine à voter. Ça, c'est l'innovation, ça, c'est la magie de la CENI, sans volonté de la nation, sans volonté des législateurs. Donc, c'est la CENI qui a voulu pour créer les choses. Et c'est comme ça que je parlais de la volonté de vouloir à tout prix retarder les choses. C'est cela en même temps aussi. Nous pensons que je ne peux pas faire le pleurer de la CENI. C'est dans sa planification, la CENI croyait que ce serait un raccourci de faire de cela. Mais nous, quel serait notre comportement? Nous, opinion, nous, population, majorité, opposition, partenaires techniques et financiers. Quel serait notre apport pour que nous puissions encadrer ce processus, continuer à réduire la durée pour arriver aux élections? Les uns disent, on peut aller au mois d'octobre, on va au mois de décembre. Mais si on avait le moyen. Parce que vous savez, je vous ai dit au départ, l'handicap chez nous, c'est parce que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas connu le recensement. Tous ces fichiers électoraux, ça nous prend beaucoup d'argent. Si on avait investi cet argent dans l'opération de recensement de la population. Parce que si on ne prend pas garde pour les élections après 2018, 5 ans après 2023, il y aura encore le même problème. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on fasse le recensement, mais bien qu'on ait fait l'enrôlement pour sauver les meubles, maintenant avoir les élections, parce que nous devons avoir les élections. Mais au même moment, l'État serait en train de faire le recensement, pourquoi il ne le fait pas? Et c'est comme ça que les gens disent. Le recensement avait son objectif. Si le recensement n'avait pas l'objectif, l'État serait en train de le faire maintenant, pendant que la CENI fait son opération de l'enrôlement pour avoir les élections, sauver les meubles. Et les élections qui viendraient après, ou qui viendront après, seront basées sur le recensement qui serait déjà fait. Mais on ne le fait pas parce que la raison n'est plus là. La raison qui voulait qu'on atteigne l'objectif non connu. Qui empêche aujourd'hui à l'État de faire le recensement? Dans la conception de la commande de la CENI, moi je parle avec les gens de la CENI pour dire ils sont d'accord pour que les machines qu'on est en train de faire vont être utilisées par le gouvernement de la République pour faire l'opération de recensement. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'après 2018, qu'on puisse encore aller dans les histoires de fichiers électoraux, de se tirer encore avec de marchés internationaux. Moi, je vous donne des kits, ainsi de suite. Nous allons à ce moment-là commencer à gérer notre enveloppe démographique de la population congolaise. Jusqu'à on tâtonne, jusqu'à on n'est pas sûr combien sommes-nous. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème de communication électorale. C'est un problème de communication électorale. Il y a ce qu'on appelle la délinquance électorale, qui est due dans les communications. Vous êtes pasteur, vous êtes abbé, vous êtes imam, vous êtes acteur des droits de l'homme. Vous n'avez pas fait les élections comme spécialité. Vous voulez maintenant dire, moi pasteur, moi abbé, élection c'est dans 4 mois. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Donc, cette délinquance électorale communicationnelle crée des problèmes. C'est pourquoi nous disons, nous devons assainir. Mais toujours dans cette communication, mais que cette planification, que cette spécialisation ne soit pas aussi un prétexte pour servir, n'est-ce pas, les politiques qui ne veulent pas organiser les élections. Ça aussi, il faudrait que vous le disiez aussi. On ne doit pas servir de politique. Oui. Les idées sont les idées. Les idées sont utilisées par les uns. Je vous dis, j'ai produit cette étude. Les amis qui étaient hostiles au glissement. Parce que non, quand j'ai produit l'étude en mois le 1er octobre 2016, non, Jérôme, vous faites l'apologie du glissement. Et maintenant, quand nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine, le 18 octobre, quand nous avons signé l'accord de la Cité de l'Union africaine, tout le monde a applaudi, dit, mais vous avez maintenant formalisé le glissement. On a dit non, de l'autre côté, on part à la Senko. On signe le 31 juillet, le 31 décembre 2016, l'accord, l'arrangement à partir de la Senko. Tout le monde applaudit. Moi, je dis, vous avez applaudi maintenant le glissement. Et voilà ce qu'est le Congolais. Parce que même l'Union européenne, le rapport de l'OIF, l'Union européenne et ONU, on a dit quoi? Les Congolais, s'ils veulent aller aux élections, dans le délai constitutionnel, il faut que le dialogue ait lieu entre 15 janvier et 25 janvier 2016. Passé ce délai, il n'y aura plus élection.
On arrive, on convoque maintenant le dialogue au mois de octobre, on convoque ici, moi je dis non, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, élection comme science, on doit donner, c'est ça le bien d'un expert, c'est donner des signaux anticipatifs, avoir une grande vision que de 2016, il n'y aura pas élection, c'est une distraction. Donc, on n'est pas adepte du glissement, mais aujourd'hui, ceux qui doutaient du glissement, ils en profitent, ils frottent les mains. 2018 est déjà là. 23 décembre, c'est calé par le calendrier élection. Est-ce que ça peut rassurer aujourd'hui les Congolais qu'il y aurait élection? Parce que le débat a commencé, si vous aviez suivi au niveau international. On commence à douter de la volonté, que ce soit de la CENI et des acteurs politiques, d'amener le pays aux élections. On risque de connaître un autre rapport qui risquerait de brûler la nation. On commence à avoir peur. Vous êtes technicien. Vous voyez qu'il sera encore possible d'avoir les élections, du moment où le calendrier sorti n'a pas été consensuel. Ça aussi, c'est un problème du côté de la CENI parce qu'on n'a pas consulté les parties prenantes aux élections. Est-ce que vous voyez que nous aurons les élections? Obligatoirement, impérativement, nous Congolais, nous sommes déterminés que les élections aient lieu. N'en déplaise à celui qui fait des déclarations par-ci par-là. Parce que les élections relèvent de nous-mêmes, nous Congolais tout d'abord. Nous, Congolais, tout d'abord. Non, des dirigeants. Non, nous, la volonté des dirigeants. Tout d'abord. Si c'est les Congolais, ils vont marcher. Nous devons faire pression sur les acteurs clés pour que les élections aient lieu à cette date qui est déjà bloquée. Vous marchez, il y aura répression sur vous. S'il faut tirer, on tire sur vous. Il y a plusieurs façons de faire de pression. Il y a plusieurs façons de faire pression. Il ne suffit pas qu'on marche, peut-être on ne marche pas, mais on fait des pressions plus pesantes pour persuader ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ici, c'est un appel de nationalisme interne. Nous sommes Congolais, ce sont nos élections. Je vous ai cité autant de mandats qui sont tout le monde, toutes les institutions, les animateurs, fait mandat. Que faire? Est-ce que ça nous réjouit? Ça redore l'image du Congolais. Nous disons non. Mais qu'il y ait un sursaut entre nous-mêmes Congolais pour que nous puissions confondre. Parce que nous étions à Salle-City pour avoir une solution quand le pays était en républiquette. Nous avons trouvé une solution. Nous-mêmes Congolais, nous sommes dit, quand nous sommes ensemble, et nous allons trouver une solution. Vous avez fait allusion au consensus. Et le consensus de la CENI, on peut le trouver en amont tout comme en aval, pour qu'on puisse que les résultats qui vont être publiés, ce ne sont pas des résultats 100%, ce sont des résultats qui, ensemble, nous puissions accepter ensemble. Ensemble, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, est basée sur la transparence. Quand il y a la transparence, ce n'est pas seulement le résultat, mais c'est aussi dans la communication électorale et aussi dans la circulation de l'information électorale. Et qui va donner l'information électorale à caractère de mobilisation et autres? Ce sont des confessions religieuses qui peuvent faire. Qui peut donner une information électorale à caractère technique? Ce sont des experts en matière d'élections qui peuvent maintenant orienter l'opinion. Voilà. Comment on peut s'en sortir? Mais si nous allons faire du méli-mélo et tout le monde veut passer comme un de Dieu, c'est tout un problème. On nous fait signe de l'autre côté, nous sommes à la fin. En tout cas, vous prenez un petit temps de pouvoir résumer la nécessité des élections, la possibilité d'avoir les élections, en tout cas en 2018, et encore qu'on engage déjà des dépenses. Ça veut dire qu'on ne peut plus se rebuffer, mais en RDC, c'est possible. Parce que nous avions vu, lorsqu'il fallait penser à l'élection des députés provinciaux, on a appelé les gens, on payait leur caution, mais finalement, il n'y a pas élection. Donc en RDC, tout est possible. On peut acheter des machines, on peut tout. Si c'est la politique qui ne veut pas qu'il y ait élection, il n'y aura pas élection. Jérôme Bosso, vous avez les yeux d'un technicien, vous collaborez les politiques, vous connaissez les sentiments. S'il y a volonté, vous le savez. S'il n'y a pas volonté, vous le savez aussi. En âme et conscience, devant vos responsabilités, devant vos ancêtres, devant ceux-là qui ont versé les leçons parce qu'il faut sauver la démocratie au pays. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous devons tous nous liguer en tant qu'acteurs clés, l'opposition, la majorité, la CENI, notre gouvernement, notre parlement et nos collègues de la société civile. Nous devons nous répartir des tâches, comment nous devons nous encadrer et nous devons passer le message électoral, chacun dans son coin, dans sa spécialité. Et évitons la délinquance électorale dans les communications. Vous êtes une organisation qui n'est pas habilitée à parler élection au fond, dans des termes techniques. Vous devez vous abstenir. Pasteur, imam, abbé, c'est le collègue des droits de l'homme et ceux qui sont de notre environnement. Et aujourd'hui, nous devons faire un sursaut
pour que 2018, le 23, élection, le 11 janvier 2000, comme c'est prévu, qu'il y ait alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Parce que cette alternance que nous voulons tous, nous voulons que ça puisse être une alternance passant par les urnes, comme on ouvre les dés, par les urnes. Pas l'alternance par la force, pas l'alternance par la violence. Nous voulons que, aujourd'hui la loi électorale vient d'être promulguée, la loi électorale, c'est l'ensemble de règles de jeu. C'est comme la loi de football. Quand on donne pénalty, quand on donne carton rouge, c'est à nous de nous investir à vulgariser cette loi électorale pour que les uns et les autres puissent déjà prêter leurs projets de société. Opposition, majorité, prêtez vos projets de société et faites-vous maintenant de grands ensembles pour avoir des députés et pour réduire les coûts des élections. Mais nous sommes persuadés et nous allons faire pression pour que 2018, le 23, les élections aient lieu dans notre pays. Jérôme Bosso, nous vous disons merci pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir. Merci beaucoup, cher. Nous paraphrasons la pensée de Max Weber. C'est repris ou la pensée est reprise dans cet ouvrage. S'il n'y a pas de consensus sur la base de l'organisation des élections, il est inutile de les organiser. Elles ne constitueront pas la base de légitimation qu'on veut donner au pouvoir. Je les contredis. Parce que la légitimation, c'est aussi une base pour que finalement les élections soient organisées. Autant que les élections peuvent légitimer le pouvoir, autant le pouvoir également doit faire pour que les élections qui légitiment le pouvoir soient organisées. Mais si de l'un comme de l'autre il n'y a pas volonté, les choses ne seront pas bien marcher. Mais la responsabilité pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord au pouvoir, qui visiblement les élections ou l'organisation des élections en dépend. À qui la responsabilité? Parce que nous avions dit devant nos ancêtres, devant ceux qui ont versé leur sang pour ce combat, la responsabilité, c'est à ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue ce soir, Jérôme Bosso, le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est le président de l'ONG de la défense des droits de l'homme et bonne gouvernance et agir pour des élections transparentes et apaisées, à État en sigle. On a échangé sur la problématique des élections au pays. Il dit que nous devons et nous aurons les élections le 23 décembre 2018. Ça, c'est une parole de foi en tant qu'expert, mais la responsabilité, comme nous avions dit, c'est à ceux-là qui sont appelés à réguler les institutions. Le premier ou la première autorité à réguler les institutions au regard de la condition dans sa disposition 69, c'est le chef de l'État. Quand les choses ne marchent pas, c'est lui le responsable. Nous sommes à la fin. Nous vous disons merci parce que vous nous aviez fait confiance du début jusqu'à la fin. Nous vous disons simplement que tout coule, tout passe, rien ne demeure. La siraclité de Fès. Que sert à l'homme de gagner le monde sur lui-même et détruire sa propre vie? Merci. À la prochaine. Mais déjà demain à 8h30, vous aurez la rediffusion.